Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une activité concernant la modélisation et la commande des systèmes industriels. Donc on est dans la continuité de ce que nous avions fait durant d'autres vidéos que vous pouvez retrouver donc sur ma page YouTube, hein. Et il y a certains prérequis à avoir pour pour bien comprendre cette étude et aller jusqu'à la fin. Il faut bien évidemment savoir appliquer la transformation de Laplace sur n'importe quel système, avoir une bonne notion de base dans la modélisation des systèmes sur MATLAB Simulink et avoir une compréhension de manière globale sur les modélisations, le calcul de correcteurs, la notion de boucle fermée, boucle ouverte, de temps de réponse, de constante de temps, etc. Alors, pour revenir... Alors, cette présentation, elle va permettre de mettre en avant donc, ce qu'on appelle le formalisme de la représentation énergétique macroscopique, formalisme qui permet la modélisation des systèmes et qui permet également de structurer cette modélisation et cet asservissement de manière à simplifier la lecture graphique. Donc dans un premier temps, nous allons d'abord nous demander qu'est-ce que la REM, sous quel formalisme elle est représentée, quelles sont les méthodes pour synthétiser de manière la plus simple possible les correcteurs, une construction de REM et de SMC d'un système et un exemple d'application. Alors, la REM a été développée. Donc la représentation énergétique macroscopique, comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est un outil graphique, d'accord. Il n'y a aucune finalité, une mise en équation, il n'y a aucune finalité, mathématique, c'est de la représentation graphique. Ça a été développé par le L2EP, Laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille, dans les années 2000. Et le premier système qui a été modélisé, historiquement, ça a été le VAL. Donc le VAL, c'est le premier métro automatique sans conducteur. VAL, véhicule automatique léger, mais également le nom de la ligne principale qui est Villeneuve-d'Ascq-Lille. Donc la finalité, c'était de pouvoir mettre en avant les échanges de flux énergétiques dans un système, notamment la gestion de puissance, d'accord. À chaque entrée et sortie d'un système, on a toujours le produit d'une variable de potentiel et d'une variable cinétique, formant donc une puissance. L'objectif principal de la REM était de pouvoir faciliter la notion de systémique aux étudiants, mais depuis, la REM a également été intégrée dans énormément de laboratoires de recherche et d'ingénierie. Beaucoup d'équipementiers automobiles, beaucoup de professionnels du monde de l'ingénierie des systèmes commandés l'utilisent. On peut citer Valeo, PSA, EDF, Alstom qui utilise la modélisation REM et d'autres exemples que je n'ai pas là en tête. Donc, de manière générale, la REM, ce sera plus simple comme ça. De manière générale, la REM est dissociée en trois parties. Une première partie qui permet l'AREM qui permet donc la modélisation du système via des équations issues de la notion de causalité intégrale. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Il y a différents blocs, d'accord. On verra quels sont ces différents blocs selon la forme géométrique. La forme géométrique représente un système de manière globale. On verra qu'il y a ce qu'on appelle des systèmes d'accumulation d'énergie ou stockeurs d'énergie, les sources d'énergie, les convertisseurs rigides, les convertisseurs bidirectionnels qui s'adaptent, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est la SMC. La SMC, elle est simplement déduite par l'inversion de la chaîne de réglage. L'inversion de la chaîne de réglage, petits éléments ici, les flèches rouges sont les éléments, les grandeurs qui permettent de régler le système. Dans un moteur électrique, c'est le couple. Dans un hacheur, c'est le rapport cyclique ou le taux de modulation. On retrouve donc en bleu la SMC, et la SMC, c'est donc l'inversion des équations mathématiques représentées dans la REM, modèle en rouge, d'accord, à quelques exceptions près. En effet, on verra que les éléments d'accumulation qui sont présents au nombre de 3, 1, 2,
3 ne peuvent pas s'inverser directement par des équations mathématiques. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des correcteurs, c'est-à-dire que l'on va d'abord comparer des variables, une variable de référence, ici la vitesse du véhicule, on va la comparer à la vitesse du véhicule, la vitesse de référence comparée à la vitesse, et on a besoin de mesurer et de compenser des perturbations au système, qui serait ici l'ensemble des forces qui s'opposent au roulement du véhicule. Un dernier bloc, et pas des moindres, c'est la gestion de l'énergie. C'est ce bloc qui est entre guillemets l'intelligence artificielle embarquée dans le véhicule qui va permettre de dissocier la répartition et le flux d'énergie au sein du système. On prend un exemple simple d'un véhicule électrique à deux sources d'énergie, batterie et supercondensateur. C'est le bloc stratégique qui va permettre de répartir l'énergie et la récupération d'énergie au freinage entre les deux éléments de stockage. Si l'on s'attache au formalisme, donc on a déjà vu en cours en TP, il y a un formalisme qui est bien particulier, donc ça vous pourrez y attacher de l'importance lorsque vous étudierez le cours et passerez en bureau d'études sur cela. Il y a donc les variables d'action et de réaction. À chaque action sur un système émet une action sur un autre système, l'autre système répond par une contre-réaction. Et le produit de ces deux variables, c'est tout simplement une puissance. Nous avons également la source d'énergie qui fournit une grandeur potentielle ou cinétique. Par exemple, une batterie va fournir une tension. Les aiguilleurs, donc ils ne seront pas pour nous étudiés, c'est un peu plus complexe, c'est lorsqu'il y a de la répartition d'énergie entre les systèmes. Les accumulateurs d'énergie ou éléments d'accumulation, ce sont les éléments qui doivent absolument respecter le principe de causalité intégrale. D'accord ? Donc on parle d'inductance, de condensateur, d'inertie, de masse équivalente. Ce sont des éléments qui sont représentés par une équation différentielle, la variable énergétique et la grandeur qui subit la dérivation. On verra ça plus en détail lorsqu'on présentera un élément d'accumulation. Nous pouvons également retrouver les convertisseurs, donc 3 types de convertisseurs. Les convertisseurs électriques qui sont représentés par des carrés. Habituellement, on représentait un convertisseur mécanique par un triangle, mais cette représentation de triangle a été retirée et on a plutôt conservé le carré pour toutes les conversions de même nature. Électrique, mécanique, thermique, chimique, etc. Lorsque la conversion se fait entre deux éléments de nature différente, par exemple une conversion électromécanique, l'entrée d'un moteur électrique, d'une machine électrique en fonctionnement moteur, la puissance d'entrée est électrique, la puissance de sortie va permettre de mettre en rotation le moteur, c'est de la puissance mécanique. On est bien sur un convertisseur électromécanique. La notion de couplage est très importante, mais nous n'allons pas la voir au programme du bureau d'études. Elle permet tout simplement d'associer différents sous-systèmes avec des variables communes. Je prends par exemple un véhicule électrique alimenté par une batterie de supercondensateur et une pile à combustible. Les deux éléments ont un seul objectif, alimenter la traction du véhicule, qui est donc la source au niveau de X2 et Y. Et les 3 éléments ont une variable commune, Y, c'est-à-dire la tension. Les 3 éléments sont montés en parallèle à même tension et X1 peut donc répartir du courant entre les deux éléments. Les éléments d'inversion, donc on y reviendra plus tard, les éléments d'inversion, donc c'est tout simplement l'inversion directe de la représentation énergétique. À chaque élément de la représentation énergétique, par exemple l'accumulateur, on retrouve son modèle d'inversion, l'inversion d'accumulation. Et comme on sait qu'un accumulateur est régi par une équation différentielle, il est impossible de l'inverser directement. C'est pour ça qu'il y a une mesure d'une grandeur de référence, une mesure de l'élément que l'on veut contrôler et une compensation de la perturbation X2. Alors pour faire plus concret, voilà, l'élément qui est le plus délicat dans la représentation énergétique macroscopique, c'est l'élément d'accumulation. En effet, ce sont des éléments qui peuvent stocker de l'énergie. Ils sont associés donc à une variable énergétique, également appelée, vous verrez plus tard, variable d'état ou variable
énergétique. Cette variable est définie au sein du système comme une grandeur dérivée. C'est la grandeur qui subit la dérivation. Donc là, on voit bien qu'on est sur une inductance avec sa résistance interne et sa bobine. Si je passe cette équation, d'abord, avant de passer cette équation dans le domaine de Laplace, je peux voir que le courant subit la dérivation. C'est donc le courant qui est la variable énergétique, qui est donc la sortie du système. Je peux appliquer la transformation de Laplace et je la mettrai toujours de la forme suivante, sortie égale fonction de transfert fois les entrées. L'entrée principale moins l'entrée perturbatrice. Donc on retrouve les trois modèles, que sont l'inductance, l'équation dans le domaine en fonction de transfert et la représentation sous forme REM. Trois manières de représenter un système. Alors, comme toute représentation, la REM est régie donc par un certain principe, ce qu'on appelle le principe de causalité intégrale, c'est-à-dire qu'une variable énergétique ne peut jamais se retrouver en entrée d'un système. Alors là, par exemple, vous voyez, si j'ai l'association d'un moteur à courant continu, représenté par une inductance R1 et L inductance, ainsi qu'une force électromotrice, et que je veux associer à cette motorisation un filtre, tout simplement, par exemple, pour diminuer l'ondulation du courant. Et bien le problème, si je vais mettre en forme sous le formalisme de la REM, je vais me retrouver avec un problème d'association qui me dit que la bobine de filtrage peut uniquement avoir le courant I-machine en sortie. Mais j'ai également la MCC qui présente le même courant, les deux éléments sont montés en série, qui elle également présente en sortie le courant I-machine. Et bien là on se rend compte qu'il y a un souci parce que I-machine ne peut pas être à la fois sortie de la bobine et entrée de la MCC. Il faut donc faire ce qu'on appelle une règle de concaténation. J'ai mes deux équations, l'équation pour la bobine de lissage, ainsi que l'équation pour l'induit de la MCC, des équations classiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais concaténer les deux éléments, c'est-à-dire je vais respecter le principe d'association d'impédance équivalente, deux bobines équivalentes montées en série, je fais la somme des bobines et je vais obtenir donc l'équation que vous avez ici. J'ai sommé les résistances et j'ai sommé les inductances. Je retrouve toujours la variable UHR en entrée, E en perturbation et le courant I-machine qui devient sortie de mon système. Une autre règle un autre problème qui peut se présenter, c'est ce qu'on appelle les problèmes d'association résolus par des permutations. Ils sont plus compliqués parce qu'il y a à la fois un maniement d'équations, d'abord, puis une concaténation. En effet, j'ai deux arbres mécaniques associés à un réducteur, je me rends compte qu'il y a un problème d'association au niveau de la vitesse. Au niveau de l'arbre 1, ma vitesse est bien en sortie, par contre, au niveau de l'arbre 2, il y a un problème parce que je ne peux pas associer les deux couples serrés, ils ne sont pas sur la même ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord permuter les équations. Donc j'ai les deux équations au niveau des arbres mécaniques. De ces deux équations, je vais effectuer des règles de permutation. Vous pourrez regarder ça de manière à tête opposée et les mettre en équation pour au final, à la fin, me retrouver dans la même configuration qu'avec mes deux bobines où je vais pouvoir faire une concaténation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce que vous avez vu en cours, qui est donc l'inertie équivalente ramenée sur la vitesse d'un moteur ou sur la vitesse d'un arbre. D'accord ? Tout comme quand vous faites le principe de conservation de l'énergie cinétique, on retrouve la même chose. Le principe de conservation d'énergie cinétique repose sur le principe de causalité intégrale. Voilà. Pour vous dire d'où vient ce que vous faites en cours. Donc, concrètement, une fois que j'ai modélisé mon système et que j'ai mis en place ma SMC, il y a une notion qui est très importante, c'est la synthèse de correcteurs. Donc, on sait qu'il y a trois types de correcteurs, les proportionnels, le proportionnel intégral et l'intégral proportionnel. Pour avoir plus de détails sur cela, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai mis en ligne il y a quelques temps qui montrent en détail la synthèse de ces correcteurs. C'est pour ça que là, je vais passer rapidement cette partie.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du modèle que je vais asservir, je vais choisir un type de correcteur. Si mon modèle est une intégration, je vais choisir un correcteur de type proportionnel, dont la synthèse est la suivante, définie comme suit. Si mon modèle est une fonction de transfert, je vais utiliser comme correcteur, donc dans ma SMC, un correcteur de type proportionnel intégral. Il y a plusieurs méthodes pour un correcteur de type proportionnel intégral. Il y a la méthode de placement de pôle et la méthode de compensation du pôle. Le placement de pôle vous permet de définir une fonction de transfert du second ordre que l'on va égaliser à une forme canonique. Voilà la forme canonique, donc très classique, déterminer xi, l'amortissement, oméga 0, la pulsation propre. Et je me rends compte qu'il y a un problème. Donc je suis en train d'égaliser deux choses que je ne peux pas égaliser car les numérateurs ne sont pas identiques. Pourtant, je vais la faire, cette égalisation-là, et je vais me retrouver avec, par exemple, j'ai imposé un dépassement dans les abacs, un dépassement de 20%. Quand je vais faire ma simulation, je vais me rendre compte qu'en fait, je vais avoir un dépassement qui va être supérieur à ces 20%. Donc, ceci s'explique par le fait que je n'ai pas égalisé les numérateurs et que mon numérateur en boucle fermée, ma fonction de transfert, présentait ce qui est entouré ici en vert, ce qu'on appelle un 0. Et ce 0 va amplifier le dépassement. Donc l'idéal, ce serait, grâce à un correcteur PI, de pouvoir justement avoir un 1 au numérateur. C'est ce qu'on a réussi à mettre en place avec un correcteur de type IP. Le correcteur de type IP présente un double bouclage dans la chaîne de commande qui va permettre, comme vous le voyez ici, après synthèse, donc sortie sur sortie de référence, de déterminer une fonction de transfert en boucle fermée, cette fois où le numérateur est unitaire. Il n'y a plus de 0. Je vais donc pouvoir même imposer un dépassement nul. Petite application sur une MCC. C'est cette partie-là qui va nous intéresser, dans laquelle on va pouvoir mettre en place la SMC et la REM. Donc j'ai mon synoptique de moteur à courant continu à aimant permanent, entraîné par un hacheur série, alimenté par une batterie, entraînant une charge à couple constant. Je définis donc ma batterie qui est une source de tension. Elle génère une tension potentielle, une variable potentielle de 15 volts. Le convertisseur DC-DC a un hacheur simple cadran, modélisé aux valeurs moyennes en fonction du rapport cyclique alpha. Un grand classique vu en cours. J'ai également mon moteur à courant continu, l'équation des tensions sur l'induit. Je définis le courant moteur, qui est la variable énergétique de l'induit du moteur. J'ai ma conversion électromécanique et j'ai ma charge mécanique qui définit la variable énergétique qu'est la vitesse, avec son équation également dans le domaine de la place. Ainsi, je peux définir ma représentation énergétique de chacun des blocs et je retrouve à l'intérieur mes différentes équations. Ici, je retrouve la modélisation du hacheur, c'est pas M qu'il faut placer, mais c'est alpha. Je retrouve l'inductance de la motorisation, qui est un élément d'accumulation, ma conversion électromécanique et le principe fondamental de la dynamique en rotation sur l'arbre mécanique. Lorsque j'ai fait ceci, je peux mettre en place la SMC. Et dans la SMC, je retrouve les équations. Le premier bloc va présenter forcément un correcteur. Je vais donc d'abord comparer la vitesse de référence à la vitesse que je mesure et compenser le couple de perturbation. Plus CR, parce que dans la mise en équation, on peut revenir ici, j'avais moins CR. Dans ce modèle, je dois inverser l'équation de ma chaîne directe qui est CEM est égal à CAFI fois I-moteur. Je me retrouve donc ici avec I-moteur référence est égal à CE, C-moteur sur CAFI. Je retrouve un nouveau élément d'accumulation pour contrôler le courant et définir la tension de référence du moteur. Et je retrouve le pilotage du hacheur, donc du rapport cyclique alpha, ou ici appelé M, qui va permettre de générer le rapport cyclique pour tourner à la vitesse demandée, la consigne de référence oméga ref. Donc j'ai ici deux correcteurs à synthétiser.
Concrètement, si on devait faire une synthèse, un exemple d'application sur un rétroviseur électrique, la première chose que je regarde, c'est le cahier des charges et les exigences du cahier des charges. On me définit sur une boucle de courant et une boucle de vitesse, parce que je vais donc asservir la vitesse. Je veux une erreur statique nulle sur la boucle de courant, un temps de réponse comme indiqué, même chose sur la boucle de vitesse, avec également un temps de réponse qui est cette fois 100 fois plus faible que celui de la vitesse. Pourquoi j'ai choisi un temps de réponse 10 fois plus faible dans le courant? Parce que vous verrez que le courant, c'est la boucle interne, et que cette boucle interne doit être au moins 10 fois plus rapide que la boucle externe, qui est celle de la vitesse. Je m'attache à la boucle de courant. Donc j'ai choisi un correcteur de type PI par la méthode de compensation du pôle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la constante de temps de mon correcteur est égale à la constante de temps du système. Ici pour la boucle de courant, L sur R. Je synthétise ma fonction de transfert en boucle fermée. Je zappe les calculs, ça je pense que vous savez faire, sinon entraînez-vous à le faire. Et pour obtenir une constante de temps en boucle fermée, qui est égale à taux divisé par Kp fois K système. K système étant 1 sur R. Et taux, L sur R. Le cahier des charges imposé, je tombe sur un KPI qui vaut 10 fois R, et KII, correcteur intégral de courant, qui vaut Kp sur taux. Ça, c'est ce que je vais définir dans mon modèle MATLAB. Je fais la même chose pour la boucle de vitesse, et je vais maintenant pouvoir passer à l'étape de réalisation sur MATLAB. Alors, j'ai ouvert au préalable une fiche qui va me permettre de définir l'ensemble de mes variables dans MATLAB. Je peux déjà runner ceci. Donc vous enregistrez ça où vous voulez. Hop. Et vous allez avoir dans le workspace un tableau qui affiche les différents paramètres. Une fois que j'ai fait ceci, je peux ouvrir une nouvelle feuille Simulink. Vous avez l'habitude sur mes vidéos, vous savez maintenant comment ouvrir une feuille Simulink. J'ouvre également la bibliothèque de la REM, parce que le L2EP, on développé une bibliothèque pour la REM. Donc vous la trouverez facilement et je peux vous l'envoyer si vous en avez besoin, c'est sans problème accessible. J'ouvre ma bibliothèque et je vais commencer à réaliser bloc par bloc mon modèle qui est ici. Voilà. Donc, désolé, moi je l'ai déjà fait, donc on va quand même faire reprendre à zéro, mais il faut que le temps que s'ouvre le modèle MATLAB, je mets une petite pause. Voilà, la bibliothèque est donc ouverte. Donc j'ai besoin, voilà, je vous la présente. Hop, la voici. Alors c'est parti. J'ai besoin de ma source de tension, ma batterie. Ma batterie, donc c'est ma source de tension. Je peux déjà ici l'appeler. Normalement, est-ce que j'ai la main dessus? Oui, hop. Alors apparemment non, on peut pas. Ok, c'est pas grave. Alors, ma première variable. Ici, donc, l'entrée du système, c'est donc le courant. On l'a appelé IBAT. IBAT. Voilà. Ici, je retrouve ma source de tension UBAT. Bon. Petit problème ici de notation, c'est pas grave. Alors, cette tension est de 15 volts. J'ai besoin donc d'une constante. Voilà. Il y a toujours un petit peu de temps de charge.
une tension de 15 volts. Le courant rentre dans ma cellule et n'a pas d'influence sur la tension, ce qui est une hypothèse. Bien sûr, le courant aura un impact sur la tension. Donc ici, je le mets dans un terminator. Voilà, là, j'ai modélisé mon premier élément. Ensuite, j'ai besoin de mon hacheur. Alors, mon hacheur, donc, hop, un élément à 3 entrées, et je peux l'appeler celui-ci hacheur. Hacheur. Voilà le hacheur. Dans le hacheur, j'ai donc 3 entrées. On peut les représenter ici. UBAT, I-moteur et M. J'ai donc UBAT. I-moteur. Et l'entrée numéro 2, M. On peut voir que ici, ils ont bien été indiqués. Voilà. Hop, UBAT est lié ici. Et j'ai en sortie, bien sûr, U-moteur et I-BAT. Je peux revenir ici. Voilà. Ah, donc ici, il a inversé. C'est pas grave. On va mettre ici. Vous voyez, c'est ça. Ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que vous avez fait bien ça, après, il y a juste à relier et il n'y a plus de soucis. U-moteur. Voilà. J'ai donc ici I-BAT qui est rebouclé ici. Donc, sortie de mon hacheur, entrée de ma source. C'est bien ce qu'il y a ici. I-BAT, sortie du hacheur, entrée de ma source. Et je peux continuer. Donc, dans cette équation, je sais que U-BAT fois M me donne U-moteur. Donc après, je peux mettre dans l'ordre que je veux, placer où je veux les choses. On peut laisser comme ça. Donc j'ai besoin d'un produit pour faire M fois UBAT. Voilà. J'ai donc, hop. Je peux relier ça avec M et ça me donne UBAT. Je peux faire également la même chose avec I, mais cette fois c'est I-moteur fois M, toujours, qui me donne UBAT. Voilà, je retrouve ici, hop, hop. Vous voyez, là, d'où l'utilité de bien définir toutes vos variables au préalable. Une fois que j'ai fait ça, tout est relié et je peux ajouter mon deuxième élément qui est cette fois l'élément d'accumulation de la MCC. Je vais dans l'élément, je prends l'élément d'accumulation et on est dans l'enroulement de la MCC. De la MCC. Je définis toujours mes variables. U-moteur en entrée principale et E en deuxième. Et après, j'ai deux fois la même sortie qui est I-moteur. 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 Une fois que j'ai fait ceci, il porte le même nom, donc il faut mettre, voilà. Il n'aime pas deux fois le même nom. I-mot, avec un petit point, c'est la petite astuce pour pas... Voilà, hop, et je vois bien que j'ai deux fois I-moteur en sortie. I-moteur ici, U-moteur avec U-moteur, et I-moteur va dans l'autre élément. Maintenant, je dois réaliser ma fonction de transfert. Pour cela, hop,
comme on a fait dans les premières vidéos. Ça a déjà été vu. Hop, et je définis mes éléments. Au numérateur, j'ai besoin de KE. KE, voilà, il le connaît. Et au dénominateur, le premier 1 est celui qui est multiplié par le coefficient de la place, pardon, donc c'est ma constante de temps, taux E. Hop. Je vérifie que ma fonction de transfert est bonne, voilà, KE divisé par 1 plus taux E P. Et j'ai bien sûr besoin d'un sommateur. Plus moins. Voilà, donc plus moins entre ça et ça, U moins E multiplié par ma fonction de transfert me donne I. Et j'ai deux sorties. Voilà encore du intérêt d'avoir mis d'abord le nom de mes variables. Et j'ai créé mon deuxième élément d'accumulation. Ensuite, j'ai besoin de mon convertisseur électromécanique. Hop. Attention, lui, il me le met automatiquement avec deux entrées. Je vais déjà en retirer une. Hop, je vérifie laquelle j'ai retirée. Voilà. En entrée 1, j'ai bien sûr voilà, hop, celle-ci, on va la mettre dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, ça fera plus joli. Hop. En entrée 1, entrée principale, j'ai e-moteur qui me donne le couple électromagnétique de ma motorisation. La deuxième entrée, c'est oméga, la vitesse, et ma sortie, c'est E. Voilà, je peux revenir ici pour tout relier. J'ai bien, alors hop, e-moteur, j'ai inversé les noms ici, vous voyez, c'est moi, je veux CEM en haut. C'est pour cela que là, je vais l'appeler E, avec un petit point pour qu'il ne me mette pas d'erreur. Et à chaque fois, je vérifie bien qu'il n'y a pas de problème. Ça prend un petit peu de temps, mais vous gagnez en rigueur. Et cette rigueur va après vous faire éviter des erreurs. Hop, je peux relier mon E. Et maintenant, je peux définir mes équations. J'ai bien I multiplié par Kφ. Donc, j'ai besoin d'un gain. Hop. Et j'ai ce même gain pour oméga multiplié par Kφ me donne E. J'aurais pu le copier-coller après d'avoir Kφ. Également ici, Kφ. Voilà, j'ai bien I est égal à ouais, alors je me suis trompé, c'est alors attendez, il y a une petite erreur. Petite erreur ici, il faut mettre il faut changer les paramètres. Celui-ci c'est le 2. Celui-ci c'est le 1. Hop, et on rechange le nom des variables. CEM point, et ici j'ai bien, voilà, comme ça, c'est mieux. Je retombe bien ici, hop, alors. Et là, c'est la numéro 2. Voilà. Très bien. Hop. Voilà. Je peux continuer mon petit chemin et j'ai mon deuxième élément d'accumulation. Donc,
je peux reprendre un élément déjà tout prêt. Voilà, je sais que là, c'est CEM. Que ici, j'ai le couple résistif CR. Et que dans les deux cas ici, j'ai la vitesse oméga. Oméga. Et je change ma fonction de transfert, non plus KE maintenant, car c'est le gain mécanique. Et le dénominateur n'est plus taux E, mais taux M, la constante de temps mécanique. Voilà. Je peux relier les éléments comme il faut. Voilà. Et il me reste une dernière source. Hop. Dans cette source, je peux définir la vitesse qui va dans un terminator également. Et mon couple résistif qui est nommé indice-2. Il est donné dans le cahier des charges. Hop. Et voilà. J'ai bien tout défini. Je peux maintenant lancer une première simulation, comme d'habitude, un scope, pour vous montrer que pour avoir un premier ordre de grandeur de la vitesse. On va simuler sur 10 secondes. Donc là, je n'ai pas changé les noms, mais vous pouvez le faire sans problème. Donc il est en train de compiler. Il ne met pas d'erreur. Et je peux visualiser la vitesse. Voilà. Alors, j'ai pas mis de rapport cyclique. Il en faut quand même. On va mettre un step. Hop. Et on sait que le rapport cyclique sur un hacheur simple cadran varie entre 0 et 1. Donc on va mettre un step qui démarre à 0 et qui a une valeur finale unitaire. Je relance ma simulation. Pour l'instant, je mets un step, mais c'est ma commande ensuite qui va définir mon rapport cyclique. Et voilà. Donc j'ai un moteur qui va tourner à 500 radians par seconde sans s'arrêter et je ne peux rien modifier. C'est cette vitesse et rien d'autre. Maintenant, je vais faire en sorte de contrôler la vitesse, la servir à la variable à ce que je veux. Donc je vais commencer par inverser la vitesse ici. Pour cela, donc, je prends dans ma SMC le bloc permettant d'asservir ma vitesse, ici, voilà. En entrée 3, je vais définir ma vitesse de référence, oméga ref. En entrée 2, ma vitesse, oméga. Et ici, la compensation du couple résistif, CR. Voilà. Dans un premier temps, il me faut comparer oméga à oméga f. Sinon, le correcteur ne va jamais corriger l'écart. J'ai besoin donc d'un sommateur, un comparateur, pardon, plus moins. Le plus est toujours sur la grandeur de référence, c'est celle qu'on désire, et le moins sur la grandeur de vitesse mesurée. Alors là, pour faciliter les choses, on inverse, on met un moins plus. Voilà. La sortie de ce comparateur est multipliée à mon correcteur. Vous trouvez ça, comme indiqué dans mes vidéos précédentes, en PID. On avait déjà décrit la structure de ce composant. CTRL R. CTRL R. Voilà. Hop. Et il me faut à nouveau un comparateur, mais cette fois un plus plus. Plus ici. Plus. Voilà. Hop. Et là, en sortie, je génère le couple CRF.
CEM-REF. Voilà. Je peux maintenant définir la vitesse ici, mettre également un step pour ma vitesse de référence. Je mets la vitesse que je veux. Je vais mettre par exemple, allez, 157 radians par seconde. Et maintenant, il me faut synthétiser mon correcteur. Il me faut maintenant définir mes correcteurs. Pour cela, j'utilise les formules que j'ai déterminées ici. Donc, pour la boucle de courant, KPI égale 10 fois R. Donc, KPI égale 10 fois grand R. Et KI KP sur taux. KPI sur taux E. Je peux lancer un run. Il m'a défini mes paramètres KPI et KII. Et je peux maintenant, tout simplement, les définir ici. Alors, je n'oublie pas de mesurer le couple résistif. Et ici, dans mon PID, je vais choisir un PI. Et je vais définir mes variables. KPI, il le connaît. Et KII, il le connaît également. OK. Une fois que j'ai fait ceci, donc mes correcteurs sont définis pour la boucle de vitesse. Vous voyez, ça c'était pour la boucle de courant. J'ai fait une petite erreur, je vous reprends dessus. Voilà, donc je m'étais trompé de boucle, donc je redéfinis bien les correcteurs de ma boucle de vitesse qui sont ici. C'est eux que j'intègre dans le modèle qui est là, qui sont maintenant connus. Hop, on va valider cette première boucle. Pour cela, je retire le fil qui est ici et je vais construire la boucle fermée uniquement de vitesse, c'est-à-dire la boucle qui est ici. J'ai bien oméga ref moins oméga fois le correcteur fois ma fonction de transfert égale oméga. Oméga ref moins oméga fois le correcteur fois la fonction de transfert donne oméga. Je vais mettre un mux pour pouvoir modéliser mes deux variables dans le même graphe. Et donc je mesure ma vitesse à ma vitesse de référence. Et il me faut toujours un scope. Je peux maintenant observer déjà cet asservissement. Je vais diminuer la base de temps, je l'ai mis sur 0,4 secondes. Et on observe que mon cahier des charges est respecté. J'ai une vitesse qui a une constante de temps comme indiqué dans le cahier des charges. Et il ne présente pas de dépassement au régime permanent. Voilà. Cette boucle étant validée, je peux retirer le fil et continuer mon asservissement. Donc je suis sur une conversion rigide. L'entrée 1 peut être retirée. Hop. Et celle-ci, c'est le couple de référence. CEM ref. Il va me donner IREF et je dois donc le diviser par CAFI. Un gain. Je peux prendre mon gain, hop, le mettre dans le bon sens. S'il veut bien se retourner. Voilà. Et à l'intérieur de ce gain, je définis 1 sur CAFI. Hop. Voilà. J'ai mon courant de référence. C'est l'inversion de la conversion électromécanique. Je continue mon chemin cette fois pour contrôler le courant. J'ai repris le même élément, je change le nom des variables. La compensation c'est E.
La grandeur à contrôler, c'est I moteur. I moteur F. Le contrôleur change également de nom. On est sur la boucle de courant. J'ai défini KPI pour la partie proportionnelle et KII pour la partie intégrale. Donc vous remarquez que j'ai fait en fait une synthèse. On est sur un début de compréhension de la REM. Je suis que sur de la compensation de pôle. La prochaine fois, si vous le souhaitez, je pourrais faire du PI par placement de pôle et même de l'IP. Et on verra que les performances sont vraiment différentes. Hop, de la même manière, je vais valider cette boucle en observant le courant et le courant de référence. Voilà, le courant. Donc, il y a un petit dépassement au tout début de manière très très rapide et ensuite le régime permanent est stabilisé. Mais c'est rien du tout. Ici on est à 23 et là on est à 24. Tout va très bien. Je vérifie que ce correcteur de courant n'a pas impacté la correction de vitesse et je me rends compte que bien sûr non, la vitesse est parfaitement contrôlée. J'ai validé et je peux maintenant donc terminer mon asservissement par cette fois la génération du rapport cyclique alpha. Pour cela, je vais donc mesurer ma tension. Je peux retirer mon step ici. Hop. Et je mesure la tension à l'entrée de la batterie. Effectivement, si je reviens dans la partie SMC, la génération du rapport cyclique alpha est telle que alpha est égal à U moteur F, sortie du contrôleur de courant, sur U bat. Je peux donc ici définir ici U bat et en dessous U moteur F. Il me faut donc un fois et un divisé. Voilà. Alors, le divisé est sur UBAT, donc j'inverse. Hop. Ce sera plus pratique. Et ceci me génère mon rapport cyclique alpha. Je peux lancer une simulation complète. Je vérifie que tout se passe correctement. Ma vitesse est bien asservie sans dépassement avec une constante de temps suffisante. Mon courant présente un tout faible dépassement dû au fait que j'imbrique deux boucles indépendantes formant un second ordre, donc il y aura un petit dépassement, mais il est très léger. Très léger. Et j'ai mon rapport cyclique qui varie, lui, hop. Non, pardon, je ne l'ai pas mis sur le rapport cyclique, j'ai mis sur la tension moteur, hop, sur le rapport cyclique. Et là, je dois faire attention à quelque chose, c'est que mon rapport cyclique est toujours compris entre 0 et 1. Et on voit en fait qu'au pic de démarrage, il n'est pas compris. Et ensuite, tout se passe bien en régime permanent. C'est pour ça que l'inconvénient des machines électriques, c'est les courants de démarrage. Et c'est encore beaucoup plus impressionnant pour un moteur asynchrone. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ? En milieu ingénierie, je vais intégrer ce qu'on appelle une saturation. Et cette saturation, je vais la limiter entre 0 et 1. C'est-à-dire que mon rapport cyclique ne doit jamais passer sous les 0 et ne doit jamais dépasser la valeur de 1. Valeur supérieure 1, valeur inférieure 0. Et je l'intègre dans ma loi de commande. Et vous allez voir que il peut y avoir un impact sur la vitesse dans le régime transitoire.
Voilà, cette fois, il va quand même y avoir un dépassement. On n'aura pas le choix d'un dépassement au régime transitoire. Donc on peut bien sûr s'entraîner à limiter ce dépassement par des choses plus poussées, en par exemple intégrant un correcteur IP. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je mettrai d'autres modélisations par la représentation énergétique macroscopique. Peut-être la machine synchrone. La machine asynchrone est beaucoup plus compliquée dans le domaine de Park. Je pourrais la représenter en commande scalaire. N'hésitez pas si vous avez des systèmes que vous voulez que je représente sous le formalisme REM, système éolien, système panneau photovoltaïque, etc. Merci, à bientôt pour plus de vidéos.